السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد فيروس كورونا ببلجيكا، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. حسب معهد الصحة سينسانو فقد تم إحصاء 5728 حالة جديدة أصيبت بعدوى فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وحسب تقرير أيضا لمعهد الصحة سينسانو الذي نشر يوم الجمعة، في المتوسط تم اكتشاف 2016 إصابة جديدة يوميا ما بين الفترة الممتدة من 29 سبتمبر و5 أكتوبر. هذه زيادة بنسبة 72 عن الأيام السبعة السابقة، وتتجلى هذه الزيادة في عدد الإصابات في جميع الفئات العمرية، ولكن بشكل خاص بين الأشخاص في العشرينات من العمر، وهذا الاتجاه غير موات أيضا في جميع الفئات العمرية فوق 40 عاما. في الأسبوع الماضي تم تشخيص أكثر من 200 شخص فوق سن 90 سنة، أي أكثر من ضعف العدد في الأسبوع السابق، أمر مقلق بحسب إيفان لاتم. ويتزايد عدد الإصابات في جميع أنحاء الإقليم وخاصة في مقاطعات والونيا، مع تضاعف مستوى برابون والون وهاينوت ولوكسمبورغ ونامير. ولا يزال لدى بروكسل أكبر عدد من الحالات بمتوسط 615 إصابة جديدة يوميا، أي بنسبة 65% بين 29 سبتمبر و5 أكتوبر. يتسارع الوباء بشكل خاص في مدن والونيا الكبرى وهي لييج وشارلغوا ونامير، كما يتضاعف عدد حالات العلاج في المستشفى كل أسبوعين. ويقول فالاتم على مدار الأيام الثلاثة الماضية استقبلت المستشفيات أكثر من 100 مريض جديد يوميا، وبذلك يصل المتوسط إلى 96 حالة في اليوم بين 2 و8 أكتوبر، أو بنسبة 39% أكثر من الأسبوع السابق. أما بنسبة الوفيات فقد حصد فيروس كوفيد-19 أرواح 10,126 شخصا منذ بداية الوباء، وبلغ عدد القتلى اليومي 12 في المتوسط بين 29 سبتمبر و5 من شهر أكتوبر. Et les chiffres du coronavirus continuent de grimper. Il y en a un qui ressort aujourd'hui, celui des nouvelles contaminations. 5728 ces dernières 24 heures. Sur la moyenne de la semaine écoulée, on a donc eu une hausse de 72% des cas. Et nous allons nous arrêter là-dessus avec Yves Van Latem, le porte-parole du centre de crise interfédéral. Alors 2000 cas supplémentaires en moins de 24 heures. Quelle importance donner à ces chiffres ? Je pense que ça reflète très clairement la circulation intense du virus dans toute la Belgique, bien sûr plus dans certains endroits, plus en Wallonie, plus à Bruxelles, mais toute la Belgique est atteinte, comme toute l'Europe est atteinte pour l'instant, et toute l'Europe se pose la question de savoir comment en sortir. Alors, ça grimpe du côté des cas, des hospitalisations aussi, quand on compare à la situation d'avril. Par contre, au niveau des décès, on est loin de la situation de l'époque. Finalement, aujourd'hui, quels indicateurs ou quel indicateur compte le plus pour vous ? Alors, il y a vraiment deux indicateurs. Un premier qui montre le poids de la pathologie à la fois sur la société et sur les services de santé. En global, c'est le nombre d'hospitalisations très clairement. Le deuxième, c'est le nombre de cas, parce qu'on sait que, quoi qu'en pensaient certains, l'augmentation des cas dans les 10-15 jours qui suivent se reflète dans l'augmentation des hospitalisations. Et heureusement, vous le soulignez, les décès sont moins nombreux. On en a parlé lors de la conférence aujourd'hui. Les décès ont drastiquement diminué d'environ 50% par rapport à la première vague, grâce à une amélioration, entre autres, des traitements et des prises en charge. Alors toujours en termes de chiffres, puisque c'est cela quand même qui conditionne les décisions, jusqu'où on peut aller pour ne pas serrer la vis davantage ? Alors là, à nouveau, si on se base entre autres sur le poids sur les hôpitaux, on en parle beaucoup ces derniers temps, il y a une feuille de route qui existe. On est maintenant dans certains endroits entre 15 et 25%, parfois un peu plus de lits occupés. Je pense que si effectivement cette généralisation des 25% se présente dans pas mal d'hôpitaux, on passera à un stade ultérieur et on aura certainement des mesures supplémentaires à prendre pour éviter que l'on grimpe trop loin. Alors, ce n'est pas facile non plus, c'est de savoir où se situer, parce que les citoyens, même nous les journalistes, on est confrontés à des déclarations des scientifiques qui varient. Mark Van Rans, il nous dit que d'ici à 10 à 12 jours, si ça ne va pas mieux, on confine complètement. À l'inverse, Philippe Devos de l'APSIM nous dit qu'on est quand même dans une situation 8 fois moins grave qu'en avril. Que croire, que faire ?
Alors, tout dépend un peu à quelle aune on se compare. Il faut, je pense, se dire qu'effectivement, comme le dit le docteur De Vos, on est 6 à 8 fois moins élevé qu'en avril, mais c'est un véritable tsunami. Est-ce qu'il faut garder ce tsunami qui nous a profondément secoué comme étant la référence? D'autre part, Mark Van Rans nous dit qu'il faut se réveiller peut-être avant qu'on soit au niveau d'un réel tsunami. Je pense qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'aura normalement pas un véritable lockdown complet pour le pays, qui est à peu près exclu, mais des lockdowns localisés sont totalement prévisible. Donc vous êtes plutôt un optimiste prudent. Une dernière chose, Ivan Latem, par rapport à l'adhésion de la population. Il y a finalement beaucoup de poids qui repose sur nos épaules aujourd'hui, de suivre oui ou non les mesures. Vous pensez qu'après ce qu'on a vécu, après le confinement, c'est encore possible d'avoir les citoyens qui respectent à 100% les mesures qui ne sont toujours pas faciles aujourd'hui? À 100%, je ne pense pas. On a clairement perdu de l'adhésion dans certains groupes de population. Il faut d'une manière ou d'une autre le rattraper parce que c'est la seule barrière que nous avons pendant les mois qui restent, entre autres pendant les mois d'hiver, avant le vaccin, pour endiguer le virus. Donc il faut, quelle que soit la manière de le faire, je ne sais pas si le nouveau gouvernement l'a trouvé, mais par des campagnes de communication, peut-être par des vidéos comme la France le fait au niveau des chaînes télévisées, montrer l'importance de faire attention pour ne pas toucher les plus fragiles, les plus âgés. Merci beaucoup Ivan Latem d'être venu dans ce journal. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Centre de crise interfédéral. En bref, sachez que des personnalités politiques s'ajoutent à la liste des cas positifs. C'est le cas justement de Mathieu Michel, tout frais secrétaire d'État fédéral. C'est le cas aussi de Christy Moréal, la ministre wallonne de la Santé. Ils ont donc été testés positifs au Covid. وبالنسبة لبلجيكا فهناك غرامات تنتظر من لا يطبقوا القواعد الجديدة. ففي الفترة المقبلة ستركز الشرطة والنيابة جهودهما على التطبيق الصحيح للالتزام بارتداء قناع الفم في وسائل النقل العام. وقاعدة الأربعة يعني التي أكد عليها وزير الصحة، يجب أن نلتقي فقط ب4 أشخاص في الخارج وأيضا في منازلنا، وكذلك التجمعات ووقت الإغلاق في صناعة الفنادق والمطاعم. هذا ما قاله وزير العدل، وقد حذر من أن أي شخص لا يلتزم بالقانون سيتعين عليه دفع الغرامة. وقد أعلن وزير رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ووزير الصحة فرانك فاندينروك عن إجراءات أكثر صرامة في وقت سابق من هذا الأسبوع. واعتبارا من اليوم الجمعة من المقرر أن تغلق المقاهي في الساعة 11 مساء ويقتصر عدد المخالطين المقربين على 3، ولا يسمح لأكثر من 4 أشخاص بالتجمع في الخارج بطريقة غير منظمة في أي مكان من الآن فصاعدا. يحظر أيضا دعوة أكثر من 4 أشخاص في المجال الخاص. ومن جهة أخرى تم الاتفاق على إيلاء اهتمام خاص ل3 جرائم ذات أولوية. كما أوضح السيد فان كوينبون، يتعلق الأمر بكمامة الفم في المواصلات العامة وقاعدة 4 للتجمعات ووقت الإغلاق في المطاعم. وتظل غرامات مخالفة القواعد كما هي 250 يورو للمواطنين و750 يورو لمديري الفنادق والمطاعم. وفي هذا الفيديو نرى بالتفصيل التدابير التي حث عليها وزير الصحة الفيدرالي الجديد وكذلك رئيس الوزراء ونرى كل هذا بالتفصيل بهذا الفيديو. Coronavirus et d'emblée le nouveau Premier ministre Alexander De Croo adopte un ton solennel. La situation dans notre pays est préoccupante et elle est grave. Nous voyons que quasiment partout dans notre pays, le nombre de cas est en augmentation. Nous voyons que le nombre d'hospitalisations est en croissance et nous voyons aussi que le nombre de décès dans les hôpitaux est en hausse aussi. Alors, pour tenter de ralentir la propagation du virus, il faudra dès vendredi limiter encore un peu plus nos contacts et retenir ceci. Le seul chiffre qui est annoncé ici est un chiffre de 4. Contacts rapprochés, 3. Pour moi, c'est 4 personnes. Hein? 3 plus 1, c'est 4. Hein? Mais moi et 3 autres. 4. La table dans le café, 4. La visite chez vous, 4. Le rassemblement non organisé, 4 personnes. Reprenons pour être clair, dès vendredi et pendant un mois, vous pourrez avoir maximum 3 contacts rapprochés, c'est-à-dire avec une personne à moins d'1,50 m et sans masque. Invitez maximum 4 personnes à la maison, au café à la même table et lors de rassemblements à l'extérieur.
Autre nouveauté, dès vendredi, tous les cafés fermeront plus tôt. On va fermer les cafés à 11h du soir. Parce qu'on sait qu'après, ça devient difficile à organiser. Et on sait que le taux de contamination là est assez élevé. Le télétravail est également fortement encouragé. Le Premier ministre reconnaît que ces nouvelles règles ne sont pas faciles à appliquer, mais elles sont nécessaires. On fera tout pour éviter un nouveau lockdown, mais en fait, nous l'avons tous, tout le monde l'a dans ses mains. Si on ne respecte pas les règles, on s'oriente vers des mesures encore plus strictes, et je pense que tout le monde, pas uniquement dans cette salle, tout le monde veut tout faire pour éviter cette situation. Alexander De Croo lance donc un appel à l'ensemble de la population pour respecter ces... فرغم ارتفاع العدوى مؤخرا ببلجيكا وخصوصا ببروكسل، فسوف يبقى التعليم العالي وكذلك التعليم الأساسي الابتدائي والثانوي كما كان عليه في السابق في اللون الأصفر، يعني الرمز الأصفر، ولن يتغير شيء لأن كما يقال أصبح يعني ما زال يسيطر على الوضع داخل الجامعات وكذلك داخل المؤسسات التعليمية. وفي انتظار ما سيأتي سيبقى الحال كما هو عليه الآن في استمرار الدراسة على الطريقة نفسها. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Le code reste donc jaune dans les universités et les hautes écoles. Une réunion a eu lieu ce matin entre les directions et la ministre de l'Enseignement supérieur. Ceci dit, les mesures sanitaires seront renforcées. Sarah Hendricks s'est rendue à l'ULB où les étudiants n'avaient pas vraiment envie de passer à l'orange. Depuis la rentrée, ce sont des auditoires colorés qui attendent les étudiants de l'ULB. Cette salle est quadrillée en zone rouge, bleue, jaune ou verte. Ces jeunes de première année à la Solvay Business School s'y sont habitués. Par exemple, cette semaine, je suis dans la rouge, je dois rester toute la semaine dans la rouge, au cas où s'il y a un individu qui est contaminé. Comme ça, on peut, comment ça s'appelle, 14iner, je crois qu'ils appellent ça ici, qu'une certaine zone de couleur. Un siège sur 2 est aussi condamné, de quoi rassurer la plupart des étudiants, même si certains nous confient ne pas toujours respecter ces règles. Le problème, c'est qu'il y a par exemple des matins où on arrive un peu en retard, où c'est compliqué de respecter ces zones de couleur parce qu'on prend un peu la première place qui est disponible. Du coup, ouais, c'est un peu difficile à mettre en pratique, quoi. En Côte Jaune, comme depuis la rentrée, seule la moitié des étudiants sont conviés à l'auditoire. Ce cours de développement durable est donné simultanément à distance pour l'autre moitié et la semaine prochaine, ce sera l'inverse. En Code Orange, il y aurait beaucoup plus de cours à distance et ça, personne n'en veut. Moi, je préfère rester comme ça donc, parce que les cours en ligne, c'est un peu c'est dur et c'est compliqué un peu à comprendre face à un ordi toute la journée. Et comme ça, en présentiel, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus beau. Si on passe en Code Orange, on n'aura pas le choix de faire des cours à domicile, mais c'est difficile et passer les examens en ligne aussi, c'est très compliqué. Il y a presque plus de contact humain, quoi. Ça devient dur. Sur le campus, c'est donc un soulagement de conserver une fréquentation de 75% prévue par le Code Jaune. En Code Orange, ce chiffre baisserait drastiquement à 20% seulement. Moi, j'ai par exemple un professeur qui s'en sort pas trop avec l'informatique, donc j'ai un petit peu peur pour ce cours-là si on doit passer en distanciel. Les étudiants, c'est clair, se sentent en général en sécurité sur le campus. C'est plutôt en dehors des cours qu'ils prennent plus de risques. Et en direct sur le site de l'Université libre de Bruxelles, retrouvons Sarah Hendricks. Pas de code orange, mais des mesures renforcées. Lesquelles exactement ? Alors Ophélie, en fait, chaque établissement est en mesure de renforcer telle ou telle mesure. Et donc pour en parler ici à l'ULB, j'ai à mes côtés Nicolas Dassonville. Vous êtes le chef de cabinet du rectorat. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui va être renforcé ici à l'ULB dans les jours qui viennent ? Eh bien finalement, c'est déjà depuis hier que nous avons renforcé une série de mesures et c'est principalement les lieux de convivialité que nous avions mis à disposition des étudiants que nous avons dû fermer à partir d'hier matin. C'était des lieux qui étaient destinés à remplacer finalement les cercles et les bars où les étudiants se retrouvent habituellement et que nous avions mis à disposition des étudiants à l'extérieur, mais avec évidemment toutes les normes sanitaires qui étaient respectées. On l'a vu aussi dans ce reportage, dans les auditoires, il y a pas mal de mesures déjà prises. Vous serez peut-être encore un peu plus attentif aux entrées et sorties par contre de ces auditoires. Alors on reste extrêmement vigilant à l'évolution de la situation sanitaire sur nos campus. Les chiffres montrent aujourd'hui que ce n'est a priori pas dans les auditoires que se situent les principaux foyers de propagation, mais comme vous le dites, effectivement, les entrées-sorties d'auditoires peuvent parfois être des lieux de congestion et donc on reste très attentif à ces mesures. C'est aussi ce qui nous a été demandé ce matin. Merci
Merci beaucoup, monsieur Dassonville. Donc, vous l'avez entendu, Ophélie, on reste donc bien en code jaune dans les universités, mais on reste très attentif à la situation. الجديد أيضا أن الأشخاص الذين يكون أبنائهم داخل الحجر، مثلا الأطفال الذين يدرسون بالابتدائي والحضانة ويكونوا مضطرين إلى الاعتناء بهم، هؤلاء الآباء الذين يشتغلون أو الأمهات اللواتي تشتغل يستطيعون أخذ يعني عطلة خصيصا للحجر، وسوف يدفع ثمنها بمعدل 70% من الدخل. يعني سابقا كان الآباء يضطرون إلى البقاء في منازلهم، ولكن كان لا يستطيعون أخذ عطلة بالنسبة للحجر الذي يفرض على أبنائهم في المدارس الابتدائية. أما الآن فقد صرحت الدولة بأنه يمكن للآباء إذا كان ابنهم في حجر أن يعتنوا به مدة الحجر، ولكن يجب أن يقدموا لشركاتهم وثيقة تبين بأن المدرسة قد أغلقت أبوابها بسبب الحجر المفروض على الطفل. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. École primaire et secondaire, pas de changement non plus. Mais il ne faudrait pas croire que le Covid-19 n'est pas passé par là. Des classes ferment, parfois des établissements tout entiers. Mais les parents auront droit à un congé quarantaine. La Chambre a voté. Explication avec Guillaume Wolf. Une classe fermée pour cause de coronavirus, c'est des enfants à la maison et des parents dans l'embarras. Pour pallier ce problème, voici le congé quarantaine. Sur présentation d'une attestation de fermeture de l'école, le travailleur reste à la maison, payé à 70% par l'État. L'employeur ne peut pas refuser. Ce congé quarantaine, c'était une demande de la Ligue des familles. Le besoin, c'était de pouvoir respecter simplement les mesures sanitaires qui étaient demandées par le gouvernement et donc de pouvoir faire une quarantaine. Pour que des enfants soient en quarantaine, il faut qu'il y ait des personnes qui les gardent. Ici, avec ce congé qui est spécifique et qui permet au fait à des parents d'être à temps plein près de leurs enfants, ça garantit d'une part que les enfants resteront à la maison et qu'ils ne seront pas au fait, par exemple, chez les grands-parents ou ailleurs dans un autre milieu où ils pourraient potentiellement encore transmettre le virus. Les employeurs ne s'opposent pas à cette loi mais appellent les employés à télétravailler quand c'est possible car ils craignent un recours trop important à ce congé quarantaine. On sait bien qu'en général, on sait que pendant une année normale, je dirais, on a des jours de congé maladie, etc. Ça fait partie de la vie traditionnelle des entreprises. Ici, on se situe dans une période de crise, on en sort à peine, c'est encore extrêmement difficile pour de nombreuses entreprises et il ne faudrait pas évidemment qu'on vienne en rajouter une couche qui soit trop importante en ayant de nouveau beaucoup moins de personnes pendant de longues périodes, ce qui risquerait d'anéantir tous les efforts qu'on est en train de faire pour remonter à la surface et vers une meilleure situation en termes économiques. Mais le télétravail n'est pas toujours possible pour les ouvriers, par exemple, ou pour les employés avec enfants en bas âge. Alors combien de Belges prendront ce congé? Difficile à dire. La Ligue des familles aurait voulu qu'on les protège un peu plus. On sait qu'il y a une crise économique qui est déjà là, qu'il y a des licenciements qui arrivent. On ne voudrait pas que des parents qui ont dû s'absenter pour garder leurs enfants parce qu'ils étaient en quarantaine soient les premiers pointés du doigt lors d'une vague de licenciements. Ce congé quarantaine est déjà d'application jusqu'au 31 décembre. Il pourrait même être prolongé en fonction de la situation sanitaire. يعني هكذا نأتي على نهاية الفيديو. أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.